4 lettres, une voix, un visage. Cela peut paraître suffisant pour identifier le personnage, mais bien peu en réalité pour le connaître vraiment. Et pourtant, il est l'un des Français les plus populaires. Il s'invite même le soir dans votre salon, votre cuisine, votre chambre peut-être, dans vos magazines et j'espère bien le trouver aussi dans votre bibliothèque. Pudique et secret, cet homme aux multiples facettes, jamais en repos, a accepté de venir se dévoiler un peu dans VIP et de discuter avec nous de son métier de journaliste, de sa passion pour l'écriture, de ses engagements et peut-être aussi de ses combats plus intérieurs. Patrick Poivre d'Arvor, bonjour. Bonjour. Vous avez commencé à présenter le journal télévisé en 1987. Vous réunissez 8 à 10 millions de téléspectateurs par journal télévisé. Ce sont des chiffres qui font rêver tout journaliste de télévision. Vous fêtez cette année vos 20 ans. Est-ce que vous les fêtez? Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est un aboutissement? C'est un exploit peut-être? Non, je ne les fête pas parce que d'abord il y avait eu 7 ans avant sur la 2 où j'ai présenté le journal déjà à ce moment-là. Donc si on rajoute les 7 et les 20, ça on fait est déjà à 27 ans. Donc il n'y a pas de raison de fêter. Moi je profite beaucoup de l'instant, je jouis beaucoup du moment. J'aime cette idée à chaque fois, le journal de ce soir, celui de demain, le rugby, le football, des drames, des morts, des choses passionnantes aussi en même temps. Donc tout est toujours nouveau, donc j'ai toujours la fraîcheur renouvelée. L'appétit? L'appétit, oui. Et je prie le ciel pour que justement cet appétit, je le garde. Parce qu'il n'y a rien de pire que les journalistes aigris, ou les gens aigris dans la vie, de manière générale, ou qui sont dans le cynisme, ou qui sont blasés. Voilà, j'espère que ça va me rester accroché. Qu'est-ce qui pourrait faire que vous le perdiez, justement? Ça peut être un événement extérieur très, très violent sur ma vie. Ça peut être aussi une espèce de mini dégoût du monde dans lequel on vit, ça peut arriver, parce qu'on est quand même très représentatif en même temps de ce monde qu'on est censé décrire et que parfois d'ailleurs on critique, mais on est aussi des émanations de ce monde, surtout à travers l'image. Donc ça peut être ça, puis ça peut être autre chose. Il y a, vous savez, la perte de goût dans la vie, les papilles qui ne fonctionnent plus, c'est des choses qui, hélas, on contrôle pas. Enfin, par chance, ça fait quand même un bon bout de temps que ça dure. J'espère que ça va durer. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous dans le fait d'être un passeur d'informations? Je ne sais pas si c'est comme ça d'ailleurs que vous envisagez bien votre sûr, métier. Oui. Oui, un petit peu comme un instituteur. Je raconte le monde tel qu'il s'est déroulé pendant 24 heures. Et quelle est la grande difficulté, s'il devait y en avoir une? Il y en a plusieurs. Il y a d'abord le fait qu'il n'y a pas une vérité, mais il y a des vérités. Quand vous parlez du conflit israélo-palestinien, vous savez bien que quand vous naissez palestinien ou naissez israélien, vous êtes déjà déterminé. Donc c'est extrêmement difficile de raconter les différentes vérités du monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'extrême résumé qu'on peut faire des êtres ou des situations. Et ça, c'est une vraie faute professionnelle. C'est même une faute de goût, c'est même une faute morale. Donc il faut essayer d'être le plus fin dans les approches. Et puis il y a aussi la possibilité, quand on est suivi en effet par 10-12 millions de téléspectateurs, de diffamer, de blesser, de faire du mal. Donc toutes ces choses-là, ça m'obsède. J'essaie de faire tout pour que... Voilà, je fais très attention aux gens à qui je parle. Vos collègues, ceux qui sont dans votre équipe et qui préparent le journal avec vous, disent que vous avez un nez journalistique. J'imagine que vous n'êtes pas né comme ça. Comment ça se travaille, le sens aigu de l'information, de savoir que cette information-là, peut-être un peu mineure aujourd'hui, dans 2 semaines, elle va exploser. Comment ça se travaille? Il y a l'expérience qui aide quand même beaucoup. Quand vous en êtes à votre 3e ou 4e grande crise politique, etc., vous savez à peu près comment ça démarre et là où ça commence à s'embrouiller. Il y a ensuite le fait d'avoir des capteurs partout, c'est très important. Ça va être tout écouter partout, toutes sortes de milieux. Je suis très intéressé par tout ce qui m'est dit, tout ce qui m'est raconté. Voilà, je vais beaucoup, je voyage beaucoup, j'interroge. Je ne reste pas dans un milieu purement journalistique, ce qui est une chose utile. Et puis, il y a, voilà, vous avez la préscience ou vous ne l'avez pas. Il y a des gens qui sont en politique, c'est la même chose, vous les voyez, ils sont extraordinairement intelligents, mais ils ne savent jamais ce qui va se passer demain. Et ils ne le pressentent pas et donc ils ne l'anticipent pas.
Vous aviez un grand rêve, initialement, c'était de devenir diplomate. Oui. On voit bien que vous avez changé un petit peu Oui, j'essaie de faire mon métier avec diplomatie. Mais catégorie. Ouais. Ouais. L'envie journalistique, elle est née comment? Assez jeune, hein, je crois. En fait, le vrai rêve, c'était d'être écrivain. Écrivain diplomate? Oui, voilà, parce que j'avais repéré comme ça, je regardais Claudel, je regardais... Chateaubriand, Voilà. Stendhal, Giraudoux. Oui. Exactement, je me disais, au fond, c'est pas mal, ils vont dans des ambassades... C'est lointain, ils ont de compte à rendre à personne, ils envoient quelques dépêches de temps en temps, et puis ils écrivent des chefs-d'œuvre inoubliables. Alors je me dis, pourquoi pas moi? Je me disais ça en même temps en pensant que jamais j'y arriverais. Mais j'ai fait quand même Sciences Po et langues orientales, j'ai fait du russe et du serbo-croate pour ça. Du serbo-croate, ça c'est un choix très spécial. Ah oui, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup. Magnifique langue. Oui, oui. J'ai même fait du polonais au début, et puis j'ai changé en cours de route parce que c'était trop difficile, alors je suis passé au serbo-croate. Voilà. Bien sûr. Et puis au journalisme? Et bien voilà, alors justement, quand j'ai commencé à faire ces différentes études, je me suis aperçu qu'au fond, la diplomatie était un métier assez contraint parce que justement, il y avait beaucoup de hiérarchie, tout ça, et que le journalisme, en revanche, la hiérarchie comptait beaucoup moins, qu'on pouvait dire merde à son patron, qu'on je vous vois claquer même la dans un porte. carcan très encadré, vous. Hein, oui. Et ben à ce moment-là, moi aussi, je me suis mal vu, et donc j'ai décidé de ne pas aller là, et le journalisme m'est apparu comme réunissant la possibilité de voyager, de rencontrer et d'écrire. Donc je me suis dit, c'est pour moi. Voilà. Pas déçu jusqu'ici? Non, parce que j'ai fait toutes sortes de journalisme. J'ai fait de la radio pour commencer. J'ai gagné un concours sur France Inter. Oui. Et envoyé puis, spécial. Voilà. Et puis j'ai fait de la presse écrite. Quand je suis parti de la télévision, je suis parti d'Antenne 2 en 83. Alors, là, je suis allé au Journal du Dimanche, à Paris Match, j'ai fait des éditos un peu partout, des chroniques cinéma dans différents journaux, ça m'a plu. Avant d'être happé par TF1 et... Oui, en 87, donc il y a tout juste 20 ans, il y a presque 20 ans jour pour jour. Alors, vous parliez d'écriture, et ça, c'est une autre partie de votre personnalité qui est, j'allais dire, importante, même fondamentale, je pense, où là aussi, vous avez connu un succès fulgurant très tôt. Vous avez écrit un premier roman qui est magnifique, Les Enfants de l'Aube, à l'âge de 16 ans. Ça a été un best-seller. On aura le temps de développer dans cette émission tout ce qui vous est arrivé très tôt, la paternité aussi notamment. Quand on a un succès comme ça, assez foudroyant, est-ce qu'on n'a pas tendance à se croire... je ne sais pas, un peu irrésistible, peut-être invulnérable aussi. Est-ce que, voilà, comment on arrive à garder la tête froide finalement? Alors, vous avez raison sur l'invulnérabilité, mais on en parlera tout à l'heure, ça ne concerne pas les livres. En revanche... Plusieurs livres ont eu un très beau succès. Il y a eu le prix Interallié en 2000 pour Les Résolus. Non, mais c'est vrai il y a une trentaine de livres à votre actif. Hein. J'ai de la chance, voilà, j'ai de la chance, ça se passe bien. Mais non, mais ça se passe bien. Attendez. Ça se passe bien. La chance, ça se provoque, vous le savez très bien. Oh non, parce que quand j'ai écrit ce premier livre, j'avais 16 ans et demi, 17 ans, j'étais dans une chambre de bonne à Strasbourg, je gagnais assez difficilement ma vie parce que c'était mes études à moi et je les payais et c'était compliqué. Vous aviez déjà votre bac à l'époque, hein? Oui, mais jamais je pensais que j'aurais écrit, que j'aurais publié. Bon, j'écrivais comme ça, pour moi, dans un petit coin, c'était resté. Puis je l'ai publié bien plus tard, au moins 15 ans plus tard. Et à ce moment-là, c'est vrai que la chance, quand je dis la chance, oui, c'est qu'étant à la télévision, ça m'a été plus facile de publier. Ah. Alors après, il y a eu le succès. Bon, bien sûr, là, ça dépendait plus de la télévision, parce que c'était un succès invraisemblable. Je ne sais pas combien de centaines de milliers d'exemplaires. Et à partir de ce moment-là, j'ai été immunisé par rapport au succès. C'est-à-dire que je ne cours pas, là je sors un nouveau livre, là j'ai tant rêvé de toi, bon, je me dis pas, ah là là, il faut que... Non, ça y est, un succès formidable, plus d'1 million d'exemplaires, j'ai connu. Donc maintenant, je suis plus obligé. Donc je suis plus calme vis-à-vis de ça. En revanche... Il y a quelque chose qui s'est déposé alors. Oui, exactement. En revanche, le plaisir d'être reconnu par mes pairs, par des jurés, par des journalistes, par des gens qui sont de la race littéraire, oui, bien sûr, ce plaisir, il est exacerbé. Oui. Mais vous êtes un éternel insatisfait. Vous allez toujours courir jusqu'à votre mort après le roman le plus parfait, si tant est que la perfection soit de ce monde. Il y a quelque chose qui fait partie de votre personnalité, il a toujours à courir après mieux, plus. Oui, mais alors en même temps, j'ai un gros défaut, c'est que comme...
Je fais toujours les choses en étant persuadé que demain, ça va s'arrêter. Donc, quand j'engage quelque chose, je vais jusqu'au bout, mais à fond, je me bats, je suis fou, etc. C'est-à-dire quoi? Vous ne vous protégez pas assez? Ben d'abord, je ne me protège pas, mais ça, c'est pas trop grave, parce que j'aime pas les gens prudents. Je ne me protège pas, mais surtout, je veux me délivrer de cette chose. C'est-à-dire qu'un livre, par exemple, qu'il faudrait que je laisse mûrir en moi longtemps, polir, tout ça, eh ben, je le délivre, et puis assez vite, bon, après avoir quand même bien regardé, soupesé, tout ça, je le donne. Alors que je devrais peut-être le garder, être plus économe de mes moyens et de mes livres. Alors là, je ne sais pas, je crois que j'en suis presque à 40 livres en ce moment, donc c'est quand même c'est compulsif. Oui. Ça se soigne. Mais bon, ça se soigne en écrivant d'autres livres. Et puis ces autres livres, alors je me dis, je vais prendre du temps, je ne peux pas m'empêcher de... Comme si j'étais tenaillé par l'urgence, comme s'il y avait derrière moi quelque chose qui me poussait en permanence. Alors je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'on fuit? C'est très difficile de répondre à ça. J'imagine que vous y avez déjà beaucoup réfléchi quand même. Oui, mais bon, comme je ne me suis jamais allongé chez un psy, vous n'aimez à pas part trop chez ça, vous, non, je ne suis pas... je ne suis pas psy. Ouais, un peu, là, quand même, vous êtes là pour... Non, ici c'est un confessionnal, ça n'a rien à voir. Oui. Bon, quand même, vous obtenez des confidences, tout ça. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Sentiment d'urgence, la peur de ne pas avoir tout dit avant d'avoir quitté cette terre, des choses comme ça. Une recherche d'immortalité peut-être par l'écriture? Peut-être aussi, oui, parce que ça endure grâce au livre. Peut-être aussi voilà, une espèce de goût, d'appétit absolu pour les choses, très boulimique, très consommé, manger, jouir, peut-être, je sais pas. Alors vous parliez du dernier opus, J'ai tant rêvé de toi. Je vais vous demander de nous en lire un petit extrait, mais avant, c'est un livre que vous avez écrit, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, avec votre frère, Olivier. Question un peu technique, et pardon si elle est un peu basique, mais comment on écrit un livre à deux? Non, c'est pas basique parce que c'est très compliqué en fait. J'imagine, oui. Ça m'épate toujours. Ma chance, les livres à 80. et notre chance, c'est qu'on s'entend magnifiquement bien. C'est un petit frère, hein, il a 10 ans de moins que vous, je crois. 10 ans de moins, ouais. Il est donc très très proche de moi. Et je dirais presque qu'il est devenu d'abord mon meilleur ami avant d'être mon frère. Parce qu'en fait, comme je suis parti très jeune de la maison, lui, il avait 5 ans, donc il n'existait pas vraiment. Et je l'ai connu plus tard. Et au fond, je l'ai connu vraiment quand il avait 20 ans. Quoi. Vous vous êtes redécouvert adulte. Voilà. Et à ce moment-là, on a eu un vrai rapport plus que fraternel. Ce n'était pas le lien du sang, c'était plus que ça. Et comme on se connaît par cœur... Bon, ça c'est mon problème. Ensuite, on parle beaucoup, on s'envoie, on fait du ping-pong, on a des idées, tout ça, on jette des choses. Puis après, on fait une trame, un synopsis. Puis après, on se découpe le synopsis. Oui. Un tel prend ceci, un tel prend cela. Et puis on se renvoie beaucoup, le texte, son propre texte, pendant très longtemps. Et à la fin, normalement, ça doit faire un objet assez ciselé, et surtout avec une langue pure. On est très attaché au style. Le style, pour nous, c'est vraiment très important, c'est capital. Et à la musique. Et donc, voilà, on essaie de garder le là tout au long du livre. C'est pour ça que je précisais en introduction, moi je trouve que vous avez vraiment un très très joli style parmi tous les livres que j'ai pu lire, La mort de Don Juan notamment, Elle n'était pas d'ici, Rêveur des mers, etc. Encore avec Olivier d'ailleurs, Rêveur des mers. On sent qu'il y a un travail sur le style. Et c'est pour ça que je trouve important de vous avoir aussi, pas seulement sur le petit écran, mais aussi en bibliothèque. Pour moi, ça a été une belle découverte en tout cas. Vous voulez bien nous en lire un petit extrait? Je crois que ça se situe sur la fin. Je vais faire justement quelque chose qui ne se fait jamais, parce qu'on raconte jamais la fin des livres. Je vais vous lire le dernier. On peut peut-être juste raconter quand même. Vite l'histoire. Il s'agit d'une jeune femme qui s'appelle Yuki, qui a 26 ans, qui est mal dans sa peau. Nous sommes le 27 janvier 1995, on est à Prague. Il est assez possible au début du livre que cette jeune femme en finisse avec la vie, parce que c'est vraiment dur pour elle. Elle a perdu sa mère 7 ans auparavant. Sa mère était journaliste à France Inter. Et sa mère avait rencontré un grand personnage qui est devenu depuis prix Nobel de littérature en Tchécoslovaquie. Et sur son lit de mort, sa mère lui a dit que ce personnage était en fait son père, était le père donc de cette jeune Yuki qui ne connaissait pas son père et qui a mis beaucoup de temps pour arriver à lui. Et elle est arrivée à lui en travaillant sur un poète français que j'adore, qui s'appelle Robert Desnos. Et donc,
elle termine sa thèse et elle doit aller l'interviewer. Et bon, après, je ne dis pas ce qui va se passer. Non, mais je peux raconter la toute fin, parce que la toute fin, c'est la fin de ces 24 heures qui se terminent à 6 heures du matin et qui ont commencé la veille. Il est 6 heures du matin à l'horloge astronomique sur la place de la Vieille Ville, en ce samedi 28 janvier. Dans 1 heure à peine, le dernier poème du prix Nobel Pavel Kampa fera la une de tous les quotidiens. Il y mettait la touche finale juste avant sa disparition tragique, pourra-t-on lire, entre 2 allusions à la réception manquée à l'ambassade de France et aux rumeurs sur l'état de santé présidentiel plus grave que l'on ne croyait. Un peu partout dans le monde, on reproduira à coup sûr l'ultime poème du génie fauché avant d'être décoré. S'il devait un jour être traduit en français, certaines âmes malveillantes pourront y trouver quelques ressemblances avec une œuvre ancienne, avant la guerre, c'était si loin. Le jour se lève enfin et le soleil naissant de Bohême aveugle le visage de la mort squelettique qui tire la ficelle du temps pour dire que l'heure est venue. C'est ainsi que la vie a gagné son pari. Derrière la fenêtre de la chambre 615 à l'hôtel Yalta à Prague, République tchèque, il neige à perdre la vue. Et foi de Yuki, rose et la neige. Parce que Yuki, ça veut dire neige rose en japonais. Yuki était la première femme de Fujita. Rien n'est laissé au hasard. Voilà. Et Fujita, le peintre Fujita, il avait une vie compliquée. A quitté Yuki et Yuki est allé vivre avec Robert Desnos. Dont certains poèmes. Voilà, certains poèmes, exactement. Et d'ailleurs, le le titre « J'ai tant rêvé de toi », c'est un poème de Desnos. Donc tout le monde a cru que c'était son dernier poème, parce qu'on l'a retrouvé sur lui en camp de concentration à Terezín, pas très loin de Prague. Il est mort peu de temps après la libération des camps, ce qui est terrible, parce que les camps vont se libérer, mais malheureusement il a le typhus, et il va mourir 2 jours après. Et on trouve un poème qu'on croit être le dernier poème, qu'on publie en Tchécoslovaquie, en tchèque, sous le titre du dernier poème. Et en fait, on découvrira plus tard que c'est un poème qu'il avait emmené avec lui depuis très longtemps, qu'il avait écrit en fait en 1930. Et voilà, c'est tous les 40 chapitres de ce livre sont scandés par des courts poèmes de Desnos. Alors, je tiens à préciser qu'à l'heure où nous enregistrons cette émission, et à l'heure où il sera diffusé d'ailleurs, le Goncourt n'est pas passé, mais que ce livre, a priori, on en parle comme ça dans les milieux autorisés, est en lice, peut-être pour le Goncourt, peut-être pour un autre prix, mais qu'il est très très bien perçu depuis qu'il est sorti. Je le dis au passage, ça n'engage que moi. Je voudrais qu'on parle un petit peu de votre enfance, si vous êtes d'accord. Je crois que vous étiez, vous, un petit garçon assez timide. Assez solitaire. Assez, c'est un euphémisme. On a toujours du mal à le croire. Oui, mais je me suis soigné en partie grâce à la télévision. Ouais. Mais j'étais épouvantablement sauvage. Je n'avais pas d'amis. J'avais 2 amis que j'ai connus extrêmement furtivement. L'un d'entre eux est mort en plus. Il s'appelait François Basler, j'aimais beaucoup. Et puis un autre, Xavier Gosset, et après un troisième, Hervé Valbaum, je me souviens de tous leurs noms, mais je ne les voyais pas. Enfin, ils sont peut-être venus 2 fois chez moi, enfin, parce que j'avais des parents assez stricts sur ce sujet. Bon, voilà, donc je me suis beaucoup réfugié dans la compagnie des livres. C'était mes amis, les livres. Et les héros, les héroïnes étaient... Oui, très tôt. Finalement, vous parliez de vos parents, Jacques et Madeleine. Votre papa était représentant en chaussures. Votre maman était au foyer. Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis, ces parents-là, qui vous aident encore aujourd'hui? Une vraie rigueur. Tous J'avais cru comprendre. se méritent. Voilà, il faut... Un engagement est un engagement. On s'y tient, quoi qu'il arrive. J'ai promis de venir. Là, il fallait que j'interrompe quelque chose pour venir vous voir. Je devais le faire, ça c'est grâce à eux. Ensuite, voilà, toute lettre mérite réponse. Une espèce de droiture dans la conduite avec les gens. Et puis, ils n'aimaient pas beaucoup l'argent. Ils avaient un rejet de l'argent et des gens qui brassent l'argent facilement. Un rejet que vous avez toujours? Oui, je suis assez content de ça. Et pourtant, je suis dans un milieu où
voilà, où parfois ça passe d'une manière astronomique et parfois indue. Mais ça, je trouve ça bien. Je suis vraiment content d'avoir eu ça. Et voilà, c'est quand même de belles valeurs. Et puis d'abord de l'amour. Rassurez-moi. J'aurais dû commencer par ça, évidemment. Et vous dites que vous avez eu, comment vous dites ça, une enfance en pente douce. Dans un livre Confession, vous disiez ça. J'ai trouvé l'expression jolie. C'était un peu compliqué, parce que mon père était représentant, donc il était souvent sur les routes. Bien sûr. Et je ne le voyais pas beaucoup. Ma sœur non plus, parce que j'avais une sœur qui était très, très collée à moi. C'est Catherine. Catherine, oui. Catherine, qui est très engagée d'ailleurs dans des mouvements catholiques ou des mouvements spirituels, qui est une femme que j'aime infiniment. Et donc, quand mon père revenait, on ne s'occupait pas assez de lui, on ne lui faisait pas la fête, on se le reprochait d'ailleurs. Et ma mère tenait la maison, dans tous les sens du terme. C'était vraiment la maîtresse femme. Voilà, ils sont tous les deux de ce monde et je les remercie de tout ce qu'ils nous ont apporté, de tout ce qu'ils nous ont donné comme rigueur et comme respect des ancêtres et tout ça, c'est des choses importantes. Vous êtes né à Reims, à l'heure du JT d'ailleurs, dit-on. Oui. JT qui n'existait. C'est pas la légende, c'est vrai. Non, c'est vrai. Vous êtes né à 20h. Oui, enfin, selon ma mère, je suis né à 8h moins 10 et selon mon père à 8h10, ou le contraire. Je sais plus. Enfin, si vous mêlez les deux, ça fait 8h. Ça fait 20h. Oui, le genre de petit détail qui nourrit une légende, c'est charmant. Vous êtes né à Reims, je disais, mais votre patrie d'adoption, je crois que personne ne le découvrira, c'est la Bretagne, particulièrement Trégastel. Que pour ma part, je ne connais pas, mais j'imagine que c'est un endroit magnifique, évidemment. C'est le plus bel endroit du monde. Qu'est-ce que ça vous apporte, la Bretagne? Comment elle vous nourrit? Je l'aime beaucoup parce que c'est une terre qui âpre, une terre qui a beaucoup souffert. D'abord géographiquement, quand on regarde bien les épousailles assez furieuses entre les éléments violents venus de la mer, essentiellement, et puis les côtes, qui sont toujours extrêmement déchiquetées. Ensuite, la vie est rude parce qu'il n'y avait pas assez d'argent et donc un grand nombre d'entre eux sont partis. C'est une terre également de folie, une terre de poésie. Il y a eu beaucoup de grands poètes en Bretagne. Chateaubriand, de Chateaubriand à Guilvic, ça n'a pas manqué. Sans doute parce que justement, il y avait un petit grain de folie chez ces gens-là. Et puis, ce sont des gens pudiques, j'aime ça chez eux. Et puis, le rapport à l'élément, c'est-à-dire essentiellement à la mer, est très très fort. Parce que moi, j'adore me colleter avec la mer. J'aime les tempêtes, j'aime les falaises, j'aime les trucs difficiles. Voilà, vous savez, c'est je me cette baigne phrase tout le temps. d'Emily Dickinson que vous devez connaître. Le rivage est plus sûr, mais j'aime me battre avec les flots. Elle me fait penser à vous, cette... C'est vrai. C'est vrai, parce que j'en parle dans La mort de Lord Byron, je raconte mon rapport à l'eau, comment j'ai besoin de me baigner n'importe où, dans n'importe quelle circonstance, que l'eau soit... Ça m'est arrivé au Spitzberg, il y avait des icebergs qui dérivaient, l'eau était à 2,5 degrés, je crois, je me suis baigné quelques secondes, mais j'ai besoin de me baigner partout où je vais, il faut que je me baigne, je ne peux pas m'empêcher. Oui, il n'y a pas qu'à Jean d'Ormesson que ça arrive. Non, et Jean d'Ormesson a écrit une chose très jolie. Il a dit, il a ressorti une phrase de Gaston Gallimard qui disait « Je n'aime que 3 choses, les livres, les femmes et les bains de mer ». Et je crois qu'il a même continué en disant peut-être que l'ordre changera au fur et à mesure que j'avance en âge. Exactement. Mais il dit, et ça dépend des jours. Qui dit enfance dit aussi les parents, les grands-parents, dont vous êtes très fiers, notamment l'un de vos grands-pères, je crois que c'est le maternel qui était poète. C'est ça, voilà, oui. Alors Jean d'Arvan, lui, c'était un homme qui était tout à fait autodidacte, donc il était orphelin, et c'est pour ça qu'on parle souvent de la quête des origines dans nos livres avec Olivier. Il n'a pas connu son père à la naissance. Sa mère est morte quand il avait 2 ans. Elle était gouvernante, je crois que c'était chez un évêque au Brésil en tout cas. Et donc lui était resté élevé par sa grand-mère, qui de plus ne l'aimait pas. Ça se passait en Auvergne, c'était épouvantable. Il s'est enfui, il a travaillé très très tôt, à 9-10 ans, à Montluçon, à Clermont. Un type très courageux, il a pris les cours du soir
pendant qu'il était en train de travailler dans des ateliers de corroyage, vous savez, le cuir, il travaillait le cuir et il reliait des livres dont il ne savait pas ce qu'il y avait à l'intérieur, puisqu'il ne savait pas lire ni écrire, il prenait des cours du soir. Et après, il s'est mis à écrire des poèmes lui-même, à faire des concours, à se présenter, à en vouloir à fond. Et j'ai aimé ça, quoi. Il part de rien et voilà, il me montrait ses médailles de vermeil, de bronze, d'or, d'argent, il était fier. Les jeux floraux, la fierté de l'homme qui s'est fait par lui-même et qui écrit des poèmes. Il avait écrit notamment un recueil de poèmes. Pour moi, c'était presque les mémoires d'outre-tombe. Ça s'appelait Poèmes de gloire et de foi. Vous voyez, on est dans le sujet ici. Et il y avait la cathédrale de Reims qui était en couverture. Et c'était des poèmes à compte d'auteur. On sent toute l'admiration du petit-fils pour son grand-père. Je crois que vous aviez 22 ans quand il est décédé. Voilà, c'est ça. Et d'où le fait que vous ayez choisi de prendre son patronyme. Absolument, oui, parce que pour moi, c'était capital qu'il existe, qu'il continue à exister. Et c'était il y a bien longtemps maintenant, il y a 35 ans. Ouais. Et c'était un homme qui, en plus, était marié à une femme d'une douceur exceptionnelle. Elle s'appelait Marie, ma grand-mère. Elle a un bel embonpoint, elle faisait des bons petits plats, tout ça. En parlant, oui, bien sûr, je me souviens de tout. Je me souviens des odeurs, de tout ce qu'elle faisait. De quelle odeur? Ça, c'est une question que j'aime bien poser. Quelle serait l'odeur de Alors l'enfance là, tout de suite, parce que je parle d'elle, elle faisait des vols au vent. Je ne sais pas si vous voyez comment c'est fait. Bon, alors elle y mettait tout ce qu'il fallait, du riz de veau, des champignons. C'était bon. Oh là là, ce que j'aimais bien. Et puis il y avait une espèce de tarte à la pomme de terre, quiche de pomme de terre, je ne sais pas comment ça s'appelait. Enfin, c'était un truc auvergnat qui était formidable. Oh, j'adore ça. C'est le goût de l'enfance. Oui. Jamais retrouvé ça. Jamais. Vous lui diriez quoi au petit Patrick, si timide, si solitaire, si vous pouviez le croiser au coin de la rue? Je lui dirais ce que je dis à tous les petits garçons que je vois qui sont pas bien dans leur peau ou que je sens un peu soit complexés, soit pas bien parce que, je sais pas, il y a un divorce ou parce qu'il y a des choses dans la vie, une maîtresse un peu dure, etc. Je leur dis, mais c'est possible de s'en sortir. Au contraire, à la limite, c'est même peut-être une chance que d'avoir ce caillou dans la chaussure dès le début, parce que on est obligé de se battre pour se sortir les tripes. Et donc, tu vas voir, ça va t'aider. Et puis, alors, éventuellement, si je suis très immodeste, je dirais, regarde, tu vois, moi j'étais comme toi, et regarde, là, ça se passe bien aujourd'hui, donc tu peux devenir comme moi, tu peux devenir comme plein de gens, et non, il faut pas. Pas désespérer surtout. Oui, jamais. Vous avez reçu quelle éducation religieuse? Alors, j'ai été baptisé. Ma mère était pas plus croyante que ça. Mon père, davantage, parce que lui avait été sorti des écoles religieuses. Il avait été chez les eudistes à Versailles, à Saint-Jean-de-Béthune. Vous dire qu'il en avait gardé un grand souvenir, ce serait un grand mot. Vous savez comment est le rapport de ces jeunes gens avec les écoles religieuses dont on sort. En général, c'est toujours un petit peu difficile. Mais bon, j'ai été baigné dans une éducation où on me permettait de devenir, si je le souhaitais, de devenir plus religieux. De tradition catholique. Voilà, tradition catholique. Mais c'était pas la transmission d'une foi vivante, vraiment vécue. Mais pas des pratiquants, vous voyez. Quand même, on me demandait d'aller à la messe, mais mes parents n'y allaient jamais. On me demandait d'y aller, ce que j'ai fait jusqu'à l'âge de 14 ans. Et vous en avez fait quoi, justement, de cette tradition catholique? Est-ce que c'est devenu une foi vivante? Est-ce qu'au contraire, c'est resté quelque chose d'un peu comme ça entre deux eaux? Pour tout vous dire, c'était parti pour être quelque chose d'assez barbant. Vous pouvez y aller, Patrick. Oui, je n'aimais pas la messe, je n'aimais pas toutes ces espèces de cérémoniaux qui me paraissaient absolument dépassés, compassés. Donc j'avais même plutôt un rejet. Et j'ai eu la chance de rencontrer un aumônier exceptionnel, qui est resté mon ami, et qui est toujours mon ami, qui s'appelle Bernard Gouraud, qui a été beaucoup impliqué d'ailleurs justement dans la transmission de la foi par la télévision et par la radio, parce qu'il s'est pas mal occupé d'une station de radio à Reims, et puis qui faisait des choses originales. Et ça, c'était un homme formidable, qui m'a... Je me souviens d'une retraite un jour, une retraite pascale, et j'ai eu des moments très forts.
Je doutais beaucoup, je doute toujours d'ailleurs, mais son exemple me donnait vraiment confiance. Je me disais que s'ils étaient tous comme ça, les catholiques, ça devait être des gens bien. Et plus tard, j'ai rencontré beaucoup de gens de cette nature qui sont devenus mes amis. Le père Pedro, par exemple, que j'aime infiniment, que j'ai aidé à Madagascar à travers un documentaire que j'ai fait sur lui, un 26 minutes. J'ai passé beaucoup de temps avec lui, je l'ai souvent revu. Sœur Emmanuelle, qui est devenue une amie très 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 proche, qui va bientôt entrer dans sa 100e année. Voilà, bon, l'abbé Pierre, c'était plus lointain, mais c'est quelqu'un que j'ai beaucoup respecté. Mais aussi le Dalai Lama, mais aussi 2 ou 3 hommes de sainteté dans d'autres religions, qui m'ont fait dire que c'est bien la recherche, c'est bien de rechercher. Mais bon, il y a des tas de choses que je ne supporte pas, les sermons. Vous savez, quand on essaie de vous dire que quelqu'un vient de mourir, que tout va bien, que c'est formidable, que tout le monde doit se réjouir. Bon, j'y arrive pas, moi, personnellement. Je pense qu'il y a des gens qui ont suffisamment de grandeur d'âme et d'abnégation et de recul sur eux-mêmes pour peut-être s'en persuader. Et je suis super heureux pour eux. Mais moi, je ne peux pas. Et c'est une des raisons qui a fait que je me suis éloigné de la religion. C'est quand j'ai perdu un enfant, puis un deuxième enfant. Vous avez déjà eu Tiffaine ? Tiffaine, quand elle avait quelques mois, voilà. La mort subite du nourrisson. Et puis, 20 ans plus tard, Solène. Dont on a beaucoup parlé. Oui, bon, elle se suicide. L'anorexie, la boulimie. Une fille qui avait tout pour elle, qui était avec moi tout le temps, qui était mon soleil, qui était vraiment... donc c'est dur, Alors, outre le fait que c'est violent, outre le fait qu'en plus se surajoute à ça la médiatisation, le fait qu'on parle de vous, et que vraiment c'est la dernière chose dont on a envie quand on souffre et qu'on a envie déjà d'évacuer son affaire tout seul. Outre tout cela, il y a la colère. Qu'est-ce que c'est que ce bonhomme qui accepte ça? Il crée l'univers et il crée la joie. Enfin, le principe, c'est ça, le principe d'un être sur Terre. Et il irait vous retirer ce que vous avez de plus cher. Et en plus, il bouscule l'ordre naturel des choses, parce que c'est pas aux enfants de partir d'abord, c'est plutôt aux parents. Voilà, donc évidemment, je l'ai apostrophé beaucoup. Et vos amis ne vous ont été d'aucun secours à ce niveau-là? Si, bien sûr, parce que ils en ont vu beaucoup plus que moi. Ils ont vécu des moments difficiles. Ils ont assisté. Ils ont tenu la main de mourants. Et ils me disent que malgré tout, il faut croire. Mais vous voyez, si ça ne vous empêche pas de douter. Mère Teresa, que j'avais interviewée, a bien dit, voilà, on a découvert tout récemment qu'elle avait douté, comme Sœur Emmanuelle aussi m'a dit qu'elle avait douté. Mais moi, il me semble que le doute est sain. Le doute est obligatoire, c'est une remise en cause. Obligatoire. Voilà, donc c'est pour ça que je suis dans cette situation, toujours un peu le cul entre deux chaises, mais j'aimerais croire, voilà, j'aimerais croire. On parlait de Claudel tout à l'heure à propos de la diplomatie. Je me dis, ah oui, si un jour je pouvais me retrouver derrière un pilier à Notre-Dame et que ça me tombe dessus, ce serait plus facile. Ouais, ce serait plus facile. Mais ce chemin est peut-être déjà, quand on veut autant se rapprocher de Dieu, oui, sans doute. C'est sans doute pas vain. Oui, je pense que c'est un peu comme le bonheur, la quête du bonheur. Quand vous allez vers le bonheur, vous êtes déjà dans le bonheur. Parce que le bonheur, qu'est-ce que c'est? Le bonheur, c'est terriblement fugace, fugitif, ça ne dure pas très longtemps, c'est des petits morceaux de moments. Et puis vous êtes un éternel insatisfait. Et puis voilà, on n'est jamais content. Donc, ce qui compte, c'est d'aller vers. C'est comme la quête du Graal. Est-ce que c'est si passionnant de trouver le Graal? Non, c'est bien d'aller le chercher. Mais quand vous le tenez, le bonheur, par petits bouts, par petits lambeaux, vous le reconnaissez? Alors, sur le moment, oui, bien sûr, je le reconnais, mais je ne m'en persuade pas. Et j'en en profite peut-être pas assez. Je devrais plus en profiter. Bien goulûment en profiter. Dans Lettre à l'absente, à un moment, vous citez Thérèse Martin, la petite Thérèse de Lisieux. Est-ce que c'est un personnage particulièrement qui vous marque? Non, mais c'est parce qu'elle était
C'est dans Ex Libris que vous en avez parlé. Oui, oui, absolument. Elle était anorexique, comme un certain nombre, Sainte Thérèse d'Avila aussi. Si vous voulez, chez elle, c'est toujours très très difficile à démêler, mais quand le jeûne finit par prendre le dessus sur... il y a un moment donné où ça devient... où l'ascèse vous met presque en lévitation. Vous avez l'impression que vous êtes très légère, puisque vous ne vous alourdissez plus, vous n'alourdissez plus votre corps. Donc il y a ce côté un peu sainteté que recherchent parfois les anorexiques d'ailleurs. Elles se disent qu'on quête de pureté. Oui, quête de pureté, mais aussi en même temps, on se déleste de l'inutile, du gras, disons, du superfétatoire, et donc on a l'impression qu'on est plus léger, quoi, et qu'on peut presque s'envoler comme un ballon. Là, vous le dites, ce soir à Ex Libris, Catherine Riwa a parlé de Thérèse Martin, la petite fiancée de Dieu. Sainte Thérèse de Lisieux, entrée au couvent à l'âge de Solène, est morte à 24 ans. Ce qui me fascine aujourd'hui, ce n'est pas tant l'élévation de l'âme, admirable, mais plutôt l'effort sur le corps. Comment la petite Thérèse, pour rejoindre ses sœurs, s'imposera les privations qui ensuite iront de soi. Comment l'affreux lever de 2 h du matin à genoux sur le sol froid va ensuite devenir source de jouissance. Comment très vite un repas se transformera en alimentation de pure hygiène. Vous avez fait des correspondances entre votre petite Solène et la petite Thérèse. Bah oui, oui, parce évidente. C'est vrai que ce rapport, de temps en temps, on se pose la question, on se dit à quoi ça sert, tout ça est quand même purement hygiénique. Et je vois bien que quand on est en quête d'absolu, d'idéal, comme l'était Solène, ou comme le sont d'ailleurs souvent ces anorexiques, le personnage de Yuki dans notre livre avec Olivier oscille tout le temps entre l'anorexie et la boulimie. Je pense que quand on en est à ce point-là, on veut toujours être toujours vers l'essentiel, et que tout le reste est vraiment fait partie des contingences. Et donc, l'alimentation, par exemple, n'est qu'une contingence. Le sommeil n'est qu'une contingence. Des choses comme ça qui... Vous continuez de dormir si peu? Je me souviens d'une interview où vous disiez « j'écris la nuit, je dors quoi, 3-4 heures ?» Oui, oui. Cette nuit, ça a été encore un peu moins parce que j'avais beaucoup de choses à faire et je prends beaucoup de retard. Je dors pas beaucoup, mais... Vous dormez vite, comme on dit. Oui, mais surtout, je considère vraiment que c'est du temps perdu. C'est Napoléon qui disait « le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Bah oui, alors moi, je me couche tard. Donc je dois me coucher à l'heure où il se levait. Je me couche vers 4 h du matin, par là, 4-5 heures parfois. Et en fait, oui, quand même, 24 heures, 8 heures à dormir, donc un tiers de votre temps... Si vous mourrez à 90 ans, vous avez perdu 30 ans à dormir. Quelle horreur! Non, mais c'est vrai, franchement. Alors d'accord, je veux bien qu'on se reconstitue un peu, qu'on se refasse le machin, mais qu'on fasse maintenant avec les méthodes modernes. Vous mettez les doigts dans une prise et puis ça y est, vous mettez un coup de batterie. Non, je me moque à peine. Je pense en effet que c'est du temps perdu. En tout cas, j'en profite beaucoup pour lire les livres des autres, écrire mes propres livres. Vivre. Et vivre plusieurs vies. Et vivre plusieurs vies, voilà. Donc plus dense. Vivre intensément, en tout cas. Ouais. Qu'est-ce que signifie le mot âme pour vous? Est-ce qu'il a une signification à proprement parler? Vous voyez, hier, j'étais dans un dîner, c'était très joli. Et à un moment donné, la personne qui était en face de nous était roumaine. Elle a des dons de voyance. Et elle disait... La jeune femme qui m'accompagnait, elle disait « Oh là là, mais votre petite fille, je la vois. » Elle ne savait pas qu'elle avait une petite fille, je la vois. Mais elle est très, très, très mûre, très, très, très mûre. C'est une vieille âme. Et alors ça, j'adore cette expression, parce que c'était les expressions des Russes, Gogol, Dostoïevski, et également les expressions des Tibétains, qui pensent qu'on se promène avec des âmes d'autres personnes. Une vieille âme. Pour une petite fille de 5-6 ans, je trouve ça très, très beau. Et puis l'âme, vous voyez, par exemple, vous êtes animatrice. Donc ça vient J'aime beaucoup le mot, d'ailleurs. Ah voilà, c'est quand même formidable. Anima, mettre de l'âme à quelque chose. Oui, c'est très beau. C'est mettre du cœur, c'est mettre de la poésie, de la couleur à la vie. Oui, l'âme, c'est essentiel. Et puis, j'espère
j'espère. Mais comme je suis journaliste, moi, et j'ai besoin d'être comme saint Thomas, moi j'ai besoin de toucher, j'espère que c'est vrai que, voilà, une fois qu'on disparaît, reste l'âme. Et que l'âme, elle se promène, elle va quelque part. J'espère, parce que franchement, ça ne vaudrait pas le coup d'avoir fait juste un petit tour sur Terre pour partir et puis laisser une vieille enveloppe. Donc, oui, l'âme, c'est beau, si elle continue à prospérer, à vivre. Quelle est la valeur qui vous semble la plus nécessaire, la plus essentielle? Soit parce qu'on en manque, soit parce qu'elle vous accompagne. Enfin, y a-t-il une valeur particulière? Je vais vous dire une nouillerie, mais la gentillesse, la bonté. J'adore les gens gentils, profondément. Les gens méchants, qui sont assez nombreux quand même, et qui le portent souvent sur leur visage d'ailleurs, bon, je ne sais pas comment ils vivent, c'est leur vie, mais enfin, je pense qu'ils doivent s'empoisonner. Un venin doit s'instiller dans leurs veines, et de la méchanceté découle assez vite la jalousie, l'envie. J'aimerais être à sa place. Ou pourquoi est-il là, ou pourquoi est-elle là? Qu'est-ce qu'il a de mieux, ou qu'est-ce qu'elle a de mieux que moi, etc., etc. Et assez vite, de la méchanceté naît la bêtise. De la bêtise naît l'intolérance. Et pour moi, la tolérance est une vertu cardinale. Aimer les autres, s'intéresser aux autres. Et je ne dis pas ça d'une manière chrétienne. Je dis vraiment, voilà, avoir une générosité. Celui qui est en face de soi, il a sa vie, d'où vient-il? Moi, j'ai la chance de rouler en scooter, donc comme ça, on ne me repère pas trop. Et derrière mon casque, je regarde, je vois. L'autre jour, je voyais un sans domicile fixe, comme on dit aujourd'hui. Quand j'étais petit, on disait un mendiant, tout simplement. Et je le voyais vivre. Ça, je me dis, à quel moment ça a décroché? Quel est son... Ça me passionne. J'aime les autres. Donc, au fond, la tolérance, c'est cardinal comme vertu. Parce qu'après, ça vous empêche d'être raciste, d'être... je pense assez que ce n'est pas suffisant. Les chrétiens, la tolérance, très bien, bien sûr, mais il faut aller au-delà, c'est l'amour. Oui, bien sûr. Au-delà de la tolérance. Vous êtes un homme gentil, vous? Je crois que je suis gentil. Je suis gentil. Essayez-moi, vous verrez, je suis très gentil. Non, mais je crois que je suis gentil. Je suis gentil, mais il m'arrive d'être désagréable. Parce que je suis tendu, parce que je me sens oppressé ou stressé ou coincé. Et que dans ces cas-là... Ça, tout le monde. Ouais, mais on n'a pas... Comme je reste encore très timide, et vous voyez, que je suis dans un endroit public et que les gens viennent me demander des autographes, etc., ou être photographié alors que je suis bien, je suis avec mon fils, ou je suis avec une femme que j'aime, ou des gens que j'aime, je vis ça mal. Et parfois, je me cabre et je m'en veux. Je m'en veux aussi quand je m'en prends à un de mes collaborateurs, par exemple. Un patron, non, c'est pas gênant, mais un subordonné, c'est pas bien. Tout est démultiplié aussi du fait de votre notoriété, j'imagine. Oui, bien sûr, c'est ça, oui. T'as vu, Patrick Poivre d'Arvor, finalement. Oui, en plus. Voilà, quoi. Après, il y a tous les rumeurs, les bruits, les on-dit. Non, mais globalement, dans le métier... les gens disent que je suis gentil. Je crois. Enfin, alors, en tout cas, concerné, vous nous l'expliquez, par les autres, c'est clair et net. Vous le manifestez par des engagements précis. D'ailleurs, vous aviez écrit un livre qui s'appelait « Aimer, c'est agir ». Encore une phrre d'un écrivain, Victor Hugo. Mes engagements. Vous avez différents engagements, notamment pour Reporters sans frontières, mais il y en a d'autres aussi. Oui, je me suis beaucoup engagé pour l'UNICEF aussi. Voilà. L'UNICEF, je suis ambassadeur de bonne volonté pour l'UNICEF. J'aime ces gens. Je trouve que c'est un travail quand même magnifique depuis 60 ans maintenant. C'est pas parce qu'on est journaliste qu'il faut rester à l'écart du monde, quoi. Ah non, pas ça, juste l'observer. Ça, c'est une fausse idée, et qui a été enseignée, à mon avis, sottement dans les écoles de journalisme, de dire qu'un journaliste ne peut pas être acteur, qu'un journaliste n'est que témoin. Non, je pense d'objectivité. Oui, voilà, on dit, mais non, comment... Moi, je me souviens, un jour, j'ai ramené un petit bébé français d'Irak, mais alors qu'est-ce qu'on me l'a reproché dans ce milieu? C'était épouvantable. Les gens trouvaient ça formidable. Dans un sac de sport? Oui, voilà, ouais. Et les gens, et dans mon milieu, c'est comment on fait pas ça quand on est journaliste, et puis quoi encore, non mais ça va. Enfin bon,
moi, j'aime l'idée qu'on doit s'engager. Et par exemple, l'UNICEF, c'est formidable. Et alors, l'UNICEF, donc, je fais des missions pour eux, j'essaie de les accompagner dans plusieurs endroits, mais également, j'en parle dans le journal, je témoigne pour eux, voilà, j'essaie de faire que ça... De mettre votre notoriété... Oui, au service des autres. Puisque j'ai de la chance d'avoir de la lumière qui vient vers moi, au moins que ça serve. Alors, je fais ça pour Reporters sans frontières, parce qu'il y a tellement de journalistes qui, eux, ont du mal à vivre. Vous savez, par exemple, vous êtes dans une chaîne de foi, des gens qui ne peuvent pas vivre leur foi. Oui, c'est une honte absolue. D'ailleurs, que ça se passe en Chine. Dans un an, tout le monde va aller en Chine. Il va y avoir autant de journalistes que jamais il y a eu pour un seul événement, pour les Jeux Olympiques. Et il faudra qu'ils dénoncent ça, qu'il y ait des gens qui sont combattus pour leur foi là-bas. C'est le cas au Soudan aussi, c'est le cas dans un grand nombre de pays, que ce soit d'ailleurs des pays islamistes ou pas. Moi, je trouve terrible que les gens ne puissent pas vivre leur foi. Et les communistes ont empêché aussi, pendant très longtemps, les gens de vivre leur foi en Russie et dans les pays de l'Est. Donc... ça, c'est utile de pouvoir le rappeler, et Reporters sans frontières le fait. J'essaie d'aider d'autres causes de toute nature. Les handicapés, par exemple, je fais beaucoup pour que dans le journal, il y a à chaque fois, presque tous les jours, je fais un sujet sur les handicapés. Oui. Parce que pour dire, ils font partie, voilà, ils sont comme nous, c'est les mêmes. Arrêtez de dire ils sont différents, ils ne sont pas normaux. Mais c'est important que vous fassiez ça. Si vous saviez le nombre de personnes pour lesquelles le petit écran est la seule fenêtre, la seule ouverture, et notamment la première chaîne, c'est impressionnant. Oui. C'est impressionnant comme le monde passe par vous, finalement. Je pense que si on peut en profiter, il faut le faire. Alors, même chose pour Solène, vous me parliez de Lettre à l'absente, Elle n'était pas d'ici, ces livres que j'ai écrits sur elle. Je me suis rendu compte que ça avait eu beaucoup d'impact sur les gens. Bien sûr. Et donc, je me suis dit, il faut aller encore plus loin. Et grâce à Bernadette Chirac, qui a été exceptionnelle sur cette affaire, il y a eu la création d'un hôpital qui porte le nom de ma fille, qui s'appelle la Maison de Solène. Et aujourd'hui, 1500 consultations par mois, des gens qui sont beaucoup d'enfants, d'adolescents, qui sont en détresse, pas uniquement pour des problèmes de comportement alimentaire, mais voilà, ces gens sont pris en charge. Et avant, ce n'était pas le cas, ou mal, ou avec des techniques d'enfermement que je trouvais barbares. Et puis aujourd'hui, il y a une vingtaine de maisons de cette nature en France, dans différents départements. Avec l'idée de dire, j'ai pas pu sauver Solène, mais essayons d'en sauver d'autres. Ah oui. Ça, je ne sais pas si c'est chrétien ou pas comme valeur. C'est humain, simplement, voilà. Et dire, voilà, j'en ai sauvé d'autres. Et moi, ça me rend heureux. Chaque fois que je reçois une lettre d'une fille qui me dit, ça y est, je m'en suis sorti, j'ai eu un bébé, je me suis marié, c'est encore un peu là, mais ça y est, j'ai expulsé ma souffrance, je suis heureux. On va terminer l'émission, on a encore 6-7 minutes devant nous, avec une série de petites questions. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre, si vous les trouvez trop invasives. Bon. Voilà, mais vous faites pour le mieux, on va dire ça comme ça. Quels sont vos héros de fiction préférés ? Votre héros de fiction préféré? De fiction, j'aimais bien D'Artagnan, oui, j'aimais bien. Le panache. Oui, le panache, j'aimais bien Cyrano de Bergerac, oui, aussi. Ouais, dans ce genre-là, ou Comte de Monte Cristo, ça c'est des personnages qui pour moi. On reste dans le KPDP quand même. Hein. Oui, mais parce que c'est des personnages que j'ai rencontrés quand j'avais 12 ans. Quoi, et donc ceux-là, ils sont hyper imprimés dans ma tête aujourd'hui encore. Et même, moi, j'aime bien avoir ces actions un peu héroïques. J'aime bien ça, chez les autres et chez moi, si possible. Et vos héros dans la vraie vie? Dans la vraie vie, qui sont encore en vie aujourd'hui. Peut-être décédés depuis quelques années, mais c'est vrai. Longtemps. Tous ceux que je vous ai cités, Mère Teresa, par exemple, pour moi, ou l'abbé Pierre, ce sont des gens exceptionnels. Ça, c'est vraiment, oui. Ce ne sera pas des politiques, en tout cas. On restera avec plutôt des... Non, les politiques, je les apprécie, je travaille avec eux, je les reçois, j'essaie d'être courtois tout en gardant mes distances, mais ça ne peut pas être des politiques. Si Charles de Gaulle, quand il est dans la situation de résister et d'être un des seuls à résister, alors que la France entière s'avachit et au fond renonce. Bien sûr, ça, on se dit... En tout cas, les résistants. Ah bah oui, on se dit, j'espère qu'à l'âge de 20 ans, je me serais engagé derrière lui. On n'est pas sûr, d'ailleurs, parce que quand on regarde l'itinéraire d'un certain nombre d'entre eux, ça n'a pas été le cas de tous, mais quand même personnage. Vous avez une devise?
Ou une phrase que vous aimez bien. Oui, même oui, si c'est pas une devise, je mais- m'en suis forgé une comme ça au fil des années, mais j'aime bien l'idée de se tenir et tenir. Tenir et se tenir. Tenir bon et se tenir bien. Voilà, l'idée de... C'est joli. Ça doit être. Alors finalement, bon, c'est vraiment de moi, ça. C'est pas, je l'ai pas trouvé dans un livre. Et ça me... Ouais, je trouve que c'est très important. Vous voyez, par exemple, moi, je me tiens pas bien. Ma maman m'a toujours dit que j'étais voûté, tout ça, parce que j'avais une maladie d'enfance, tout ça. Oui, vous avez eu un début de leucémie. Oui, et donc, quand même, même si on ne se tient pas bien, du moins qu'on se tient bien dans la vie, bien dans la vie, dans toutes les circonstances, qu'on soit fier de soi, qu'on se regarde dans la glace. Et puis tenir bon, voilà, oui, tenir dans toutes les circonstances. Alors je m'adresse à l'écrivain maintenant. De quel auteur pourriez-vous être jaloux? D'à peu près tous. Ah bon De ça. tous. Alors s'il y a un livre que vous auriez voulu écrire et qui n'est pas de vous, parce qu'il date... votre livre de chevet, celui que vous aimez offrir, par exemple? Les Mémoires d'Outre-Tombe, Les Chants de Maldoror, Les Illuminations de Rimbaud, Belle du Seigneur, À la recherche du temps perdu. On reste sur les grands chefs-d'œuvre de la littérature. Oui, qu'est-ce que j'aurais aimé écrire ces livres. Voilà, ils sont passés avant moi. Qu'avez-vous compris de vraiment déterminant dans la vie que vous voulez léguer à vos enfants? Est-ce qu'il y en a encore? Justement ça, la transmission. C'est très important, la transmission. Quand on connaît quelque chose, quand on sait quelque chose, le dire aux autres. Le dire, alors bon, ça peut être dans notre métier, hein, on transmet. Et puis ça peut être l'amour, comme on évoquait tout à l'heure, justement, la transmission des livres. Voilà, je te donne ce livre. Et ce livre, il y a peut-être des recettes de vie, il y a peut-être des choses qui vont te transformer la vie. Oui, ça c'est très important. Alors, dernière question. De quoi sont composés vos jours de joie secrète? Par nature, le principe d'une joie secrète, c'est qu'elle doit demeurer secrète. Donc j'essaie de garder ça pour moi, mais j'attache beaucoup d'importance à l'amour. L'amour, c'est capital. Quand on n'aime pas, quand on n'est pas aimé, c'est dur. Voilà, on devient aride? On est sec, on est sec, on est desséché. Il ne faut pas jeter la pierre, parce que c'est hélas des choses qui vous tombent dessus, c'est comme la grâce ou la foi, et puis que vous avez ou que vous n'avez pas à certaines périodes. Mais quand on n'a pas ça, quand on ne vit que pour soi, qu'on n'a pas à partager avec quelqu'un le soir ce qu'on a vécu, ce beau moment, ou de vivre en même temps, c'est pauvre. Oui. L'émission se termine. Patrick, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Du bonheur, ça marche toujours. Hein, c'est toujours oui, du bonheur. Puis toujours de la passion, des rencontres, ce que vous voulez. Souhaitez-moi ce que vous voulez. Je vous souhaite tout ça. Et du bonheur pour le livre, pour mon frère, ça lui fera plaisir aussi. Merci infiniment d'être venu nous voir. Merci Manuel. Merci, au revoir. Au revoir.